Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso ? Faire des choix en conscience ? Les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un épisode bonus. Vous le savez peut-être, on est en pleine semaine du podcaston et c'est dans ce cadre que je publie cet épisode. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une très belle mobilisation et j'ai tout de suite eu envie de participer quand mes amis de chez Orso Média nous ont parlé du projet. C'est donc dans ce contexte que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Vives, qui est directrice de Hellburn et fondatrice des Burnettes, une association de soutien aux femmes victimes de burn-out. J'admire beaucoup Anne-Sophie, le courage qu'elle a lorsqu'elle parle de sujets qui sont si courants, malheureusement, et en même temps si souvent vécus dans une forme de honte, de repli sur soi. Dans cet épisode, on revient en détail sur le parcours d'Anne-Sophie, son propre burn-out et la difficulté de diagnostic et de prise en charge qu'elle a vécue et qui l'ont conduite à créer Hellburn. On parle des signaux d'alerte, si faciles à balayer dans un quotidien mené tambour battant, de la spirale du surtravail qu'on vit comme une solution, de l'épuisement et de la difficulté à s'arrêter quand on a l'impression d'avoir déjà tant donné pour en arriver là où on est. On parle aussi du travail que mène l'association, ses bénévoles, ses salariés, autour de la pair-aidance, c'est-à-dire le fait de se faire aider par d'autres qui vivent ou ont vécu des situations similaires, et du travail pluridisciplinaire formidable que fait l'équipe. Parce que le burn-out est un problème systémique, sa prévention et sa prise en charge doivent l'être aussi. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour vous dire comment soutenir Hellburn et comment bénéficier de leur aide si c'est votre besoin. Très bonne écoute. Salut Anne-Sophie. Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. Je suis vraiment contente de te recevoir et d'entendre ton histoire aujourd'hui dans Les Équilibristes et celle de Hellburn, l'association que tu as créée. J'adore commencer par l'enfance de mes invités et savoir un peu comment t'étais toi à 7 ans, avec quel message tu grandissais, ce que t'aimais faire, ce dont tu rêvais. T'étais comment ? Alors, quand j'étais petite, j'étais une petite fille, je me sentais un peu à part, tu vois. J'avais l'impression d'observer le monde, tu vois, avec un peu de recul. Et en même temps, très créative, très sportive. J'avais déjà pris conscience à l'époque que c'était assez marrant, ça je l'ai compris après, que il y avait des rôles pour les femmes et des rôles pour les hommes, en fait. Ouais. Et je trouvais que l'avenir qui était prédit pour mes frères était beaucoup plus intéressant que le mien, en fait, où je me retrouvais à devoir les servir, à devoir préparer à manger pour eux. Et puis à ce moment-là, je me suis dit moi j'ai choisi mon camp, je préfère être un homme, en fait. Et donc j'ai été un petit garçon manqué, en fait, pendant une bonne partie de mon enfance, à vouloir performer autant dans le sport que dans les études et tout, pour acquérir le statut d'homme. Et donc voilà, je m'habillais comme un homme et tout, et j'ai dû accepter ma féminité avec beaucoup de travail de plusieurs années après, en fait, pour assumer le fait que j'étais femme et qu'on pouvait avoir les mêmes droits en tant que femme. Donc ça, c'était assez rigolo. Marrant. Ça, toute petite. Ouais, toute petite. Et puis après, moi, j'ai eu une enfance quand même relativement heureuse, entourée d'une famille aimante.
mais où voilà, moi j'étais assez créative et on avait un peu une vision aussi de la carrière, de socialement ce qu'il fallait faire ou pas. Et donc voilà, vite j'avais des facilités, par exemple pour le dessin, on m'a expliqué que c'était plutôt un violon d'ingres plutôt qu'une voix professionnelle. Voilà, le travail était plutôt associé à quelque chose de contraint, une forme de reconnaissance sociale en fait. Ouais, c'est intéressant. Et ça a influencé tes choix d'études et de complètement et de début de carrière. Parce que t'étais notaire. Ouais, c'est ça complètement. J'ai fait le métier ennuyeux rêvé de ma famille, hein, donc. Donc en fait je suis arrivée au lycée. Bon, j'avais quand même fait option art plastique, mais là je me suis dit wow, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En fait je pense que j'aurais pu étudier toute ma vie. J'adorais cette pluridisciplinarité, d'être généraliste, d'apprendre tout le temps. Donc je crois que j'aurais pu tout le temps être étudiante. Mais il faut se spécialiser en fait. Donc voilà, j'avais de la famille dans la médecine, dans le droit aussi. Donc j'ai fait 2 mois de médecine et puis au final je faisais rien. Donc je suis partie en droit. Et puis voilà, le droit étant, c'est plutôt, tu vois, du par cœur. Donc c'était assez simple. Et donc les années, je les ai passées comme ça, sans trop me poser de questions sur mon orientation professionnelle. Et puis en master 1, il a fallu faire un choix. Et donc là, je me suis dit waouh, dans quoi je vais partir. Soit je m'étais dit, soit je repars en médecine parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, la santé. Moi, je viens d'un milieu médical. Soit j'ai commencé à faire des stages, tu vois, chez des magistrats, chez des avocats, chez un notaire, et j'aimais bien dans le notariat la vocation un peu sociale, bizarrement. Tu vois, d'être là dans des moments importants de la vie des gens, de vulgariser le droit, de les aider dans des moments importants. Au final, voilà, je me suis confrontée à la réalité du métier qui était où j'étais plutôt sur de la défiscalisation et des opérations d'immobilier complexe. Hein. J'étais un peu loin de cette vocation sociale du notariat. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a amené à faire ce choix. Et puis, en fait, c'était aussi un non-choix, c'est que j'ai été sélectionnée et la sélection était difficile. Donc, voilà, j'ai accepté ce que le destin m'offrait, quoi. Ouais, c'est rigolo parce que en t'écoutant, on retrouve les ingrédients de ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Le soin aux autres, l'énergie que t'as, c'est rigolo. Donc, ce début de carrière dans le notariat, et puis l'arrivée de tes enfants, t'as 2 enfants. C'est ça. Ouais. 2 enfants de 9 ans et 6 ans. Et comment c'était quand ton début de carrière et puis l'arrivée de tes enfants, c'était comment cette période-là? Alors, il y a eu un temps quand même entre mon début de carrière et mes enfants. Donc, mon début de carrière, c'est marrant parce que je suis rentrée dans le notariat. Tu sais, on te vend un peu à la fac, vous êtes l'élite de la fac et tout ça, et puis t'arrives dans le milieu du notariat. Déjà, on te propose de faire un contrat non rémunéré. Donc déjà, bon, tu te dis non rémunéré. Ouais, bon, tu sais, les stages, c'est pour eux, c'est non rémunéré. Bon, pas tous, hein, mais c'était en tout cas ce qu'on me proposait à l'époque. Et puis je me retrouvais un peu à faire le café, à faire, à être secrétaire, quoi. Et quand voilà, tu passes un peu de, oui, tu es l'élite, à bon bah allez, tu vas préparer le café. Ouais. Voilà, en plus, le milieu du notariat, c'est quand même un milieu, ça s'est énormément féminisé, mais principalement les associés sont encore des hommes et à diplôme égal, en fait, les femmes restent salariées ou en tout cas collaboratrice, ce qui veut dire pas du tout les mêmes niveaux de revenus non plus. Ouais, juste je fais une parenthèse là-dessus, mais je me souviens, on avait déjeuné ensemble une fois, tu m'avais dit on rajoute un 0. Oui, voilà, à peu près, ouais. Ouais. Et donc voilà, donc je commence dans ce milieu-là, et puis je sais pas, une petite voix qui me disait que jamais je ferais toute ma carrière là-dedans, mais tu vois, quand t'as passé 7 ans à passer un diplôme et tout ça, j'étais assez reconnue dans ce que je faisais en plus, hein. Et donc voilà, quand t'es parti dans un carcan comme ça, tu te dis pas bon, je plaque tout et je fais autre chose. Je vois vraiment pas comment j'ai réussi à penser que ce métier pouvait me correspondre, parce que c'est à l'opposé de ce que je suis en fait. Il faut être très rigoureux, faut être très à cheval sur le formalisme, des choses comme ça, chose qui pour moi est vraiment extrêmement secondaire en fait. Je pouvais pas du tout exprimer ma part créative.
de faire tout un tas d'actes à la chaîne comme ça où tu réfléchis pas. Moi, c'était vraiment pas mon truc. En fait, tu valorises plus la rapidité en fait que l'intellect. Voilà, c'était extrêmement frustrant pour moi, et puis aussi d'être ultra spécialisée. J'avais l'impression, tu vois, de passer du lycée à la fac à mon milieu professionnel. J'avais l'impression de perdre les 3/4 de ma culture générale en fait. Donc vraiment d'être ultra spécialisée, c'était compliqué pour moi aussi. Donc voilà, donc j'étais pas super épanouie, et même puis donc dès le début en fait. Dès le départ, c'était pas vraiment voilà. Mais bon, écoute, oui, t'as fait 7 ans d'études, t'as fait 7 ans d'études, t'as une rémunération correcte, t'es contente d'avoir un emploi dans le contexte actuel national, donc tu fais pas la fine bouche non plus. Et puis il y avait aussi cette façon d'être traité, pas tous, mais d'être traité notamment dans le notariat où quand t'es en tout cas clerc ou notaire assistant, t'es un peu la petite main, et j'ai vu des choses un peu atroces, tu vois, de se faire taper sur les doigts parce qu'il manque une virgule, de pas compter tes heures et de se faire engueuler parce qu'il y a une page blanche sur les 150 pages de ton acte que t'as fait, où t'as passé des heures. Enfin, c'est assez infantilisant, et tu vois, je vois encore quand je recevais des actes, un notaire qui m'avait tapoté sur la tête en disant c'est bien mon petit, c'est bien ce que vous faites, et tout ça, tu vois, devant tout le monde, tu vois, en termes de crédibilité, j'avais l'impression de devoir prouver 10 fois plus, tu vois. Je me souviens de me grimer, de mettre des lunettes, tu vois, un tailleur bien austère et tout ça pour faire plus vieille, pour faire plus intelligente, tu vois, et essayer de prouver. Et donc c'était un combat intellectuel à mener à chaque fois, à chaque rendez-vous, tu vois, pour prouver que je pouvais être entendue et considérée comme l'une des leurs, quoi, tu vois. Et donc bon, je travaillais énormément. Alors je travaillais énormément, en termes d'heures, mais c'est surtout l'intensité en fait. Il y a des moments. Alors j'ai fait plusieurs études, donc c'était différent dans chaque étude, mais il y avait des moments où, tu vois, je prenais pas le temps de faire de pause. Je mangeais devant mon ordinateur. Je me rendais compte en rentrant chez moi que j'étais pas allée aux toilettes de la journée, et qu'en fait j'avais envie d'y aller depuis que j'étais arrivée. Donc voilà, je bossais énormément, et puis il y avait beaucoup d'incertitudes. Je savais pas le matin si j'allais faire ce que j'avais prévu de faire, ou si j'allais devoir être envoyée à l'autre bout du département pour faire un acte qui était pas prévu. Je me souviens de clients qui avaient été oubliés, leur dossier avait été oublié. Ils arrivent dans la salle d'attente et on me demande de rédiger un acte en live sans pièce, quelque chose qui demande au moins une journée de travail que je dois faire en une demi-heure pour pas leur dire qu'on avait oublié l'acte. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs qui me mettaient en stress, en fait, et qui étaient, qui me, qui, en tout cas, me malmenaient un petit peu, mais en même temps, j'aimais ce truc de waouh, je suis en mode super notaire, on sauve des vies et tout, parce que le côté monotone et tout ça, ça m'allait pas non plus. Donc voilà, c'était ambivalent parce que c'était beaucoup de stress, mais en même temps, ça me donnait cette dynamique de on fait un truc super, on le fait le soir, c'est trop cool et tout. Tu vois, j'arrive à tenir et tout. Je suis Superwoman, c'est trop bien. Voilà. Et Superwoman a eu des enfants. Alors, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, j'étais presque à m'excuser en fait. Je suis désolée, je sais qu'il va y avoir des dossiers importants et tout ça, et en toute bienveillance, on m'a répondu c'était un risque à prendre quand on vous a embauché, parce que en gros vous étiez en âge de procréer. Et donc voilà, donc c'était un peu comme si je remettais un poignard dans le dos, quoi. Et puis j'ai été enceinte. Malheureusement pour moi, c'était pas le meilleur moment de ma vie, je crois, d'être enceinte, d'avoir une gastro pendant 9 mois, c'était pas trop mon truc. Et donc en fait, il faut semblant d'être aussi efficace et aussi performant quand t'as dormi 3 heures entrecoupées, parce que t'en peux juste plus, que tu vomis, que t'as mal partout, que tu t'attrapes tout ce qui passe et tout ça, et on te dit non, écoute, la grossesse c'est pas une maladie, tu l'as choisie, donc écoute, sois contente, c'est normal d'être fatiguée. Et donc voilà, donc faut faire style que c'est normal d'être fatigué, que c'est normal de bosser beaucoup, que tu vas tenir le coup, et puis
toutes, même, c'était assez marrant parce que même les femmes entre elles, en fait, il y a une sorte de d'éloge de la performance de la femme enceinte, tu vois. Moi, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. À notre époque, on s'arrêtait pas avant, donc je culpabilisais vachement quand j'ai pris mon congé pathologique alors que j'avais des contractions dans tous les sens, que j'avais 8 de tension et que j'étais juste épuisée et anémique, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai repris le travail au bout, parce que bien sûr j'ai accouché après le terme, donc j'ai repris le travail au bout de 2 mois et même pas 15 jours. Parce que je pouvais pas laisser mes collègues, parce qu'il y avait trop de boulot, parce qu'ils avaient décidé de pas me remplacer, parce que 2 mois et demi c'est pas énorme. Plus le congé maternité. Donc comme c'est pas énorme, c'est pas grave, les autres vont prendre le reste. Et sauf que tu rentres, t'étais l'ennemi public numéro 1 parce que t'as laissé tous tes dossiers en plan et qu'ils ont dû le récupérer en plus de leur charge de travail. Quitte que personne du coup a géré tes dossiers, que du coup on te remet tout sur ton bureau et t'as juste à rattraper tes 4 mois d'absence. Tout ça avec toi qui est encore complètement meurtri par ton accouchement qui s'est pas bien passé. Je marchais à peine quand je remarchais depuis une semaine quand j'ai repris au bout de 2 mois et demi. Mon fils dormait pas la nuit, comme beaucoup à cet âge-là en fait. Et donc tu dois faire comme si t'étais de retour, comme si t'étais là même qu'avant, comme si tu dormais bien la nuit, comme si t'étais aussi performante. Parce qu'à chaque fois que j'ai été enceinte, c'était tout à reprouver, quoi. Tout à reprouver, prouver que oui, je pouvais être associée. Que j'avais pas fait le choix d'être mère, mais que j'avais fait le choix d'être travailleuse. Donc en fait, c'est ce que tu dis, mais au fond de toi, t'as envie d'être mère aussi. Donc en fait, tu vas cacher d'un côté dans ta vie perso que tu travailles et dans ta vie pro que t'as une mère, en fait, tu vois. Ah ouais, t'avais cette sensation-là de devoir cacher. C'est ça. Donc par exemple, le soir, je travaillais en cachette pour pas que mon mari le voie. Mais en même temps, au boulot, je ne parlais pas du fait que j'étais mère. Enfin, tu vois, c'était en fait tout cet enjeu, tu vois, de montrer qu'on pouvait cumuler les deux, en fait, sans que ça se voit. Sans que ça se voit. Là, quand tu dis les choses comme ça, on se dit, ça peut pas bien se terminer. Je suis en train de te faire le lit de mon burn-out. Voilà. Et quand est-ce que tu... Là, on entend comment tu glisses petit à petit. Comment ça s'est passé après? Enfin, vraiment le burn-out, le diagnostic, tout ça. Alors en fait, tu vois, ça a été un effondrement hyper violent. J'ai une date, comme beaucoup, le 15 février 2017, tu vois, de l'avant et de l'après. Et pourtant, en fait, j'ai compris que ça faisait des mois, voire des années que j'étais en train de faire le lit de mon burn-out, à vouloir performer dans tous les domaines. Je me suis grillée. Donc si je reviens à la base, je pense que déjà j'étais déjà en surmenage au niveau du travail avant d'avoir des enfants, et que j'ai voulu maintenir ce niveau de performance justement pour pas rester claire toute ma vie, mais avec mon diplôme devenir associée, tu vois, l'objectif que t'as quand tu fais ce genre d'études. Et j'ai voulu essayer de continuer à performer au travail et de m'investir pleinement en tant que mère, parce que j'ai adoré être mère. Autant j'ai détesté être enceinte, mais bizarrement j'avais peur justement de devenir mère, et j'ai adoré ça depuis le premier jour. Tu vois, ça a été vraiment génial. Et pour moi, j'avais l'impression que mon centre d'intérêt s'était décalé aussi, tu vois, de l'épanouissement professionnel à l'épanouissement de mère. Et je vivais ça d'autant plus avec frustration quand j'arrivais et que mon fils dormait déjà. Quand il demandait papa et pas maman, parce que en fait il voyait plus papa que maman. Le soir, je commençais à en plus creuser, tu vois, cette frustration. Et je commençais déjà à être épuisée avec mon fils, enfin surtout avec mon travail, plus mon fils et toute la charge aussi qu'il peut y avoir du quotidien, de la maison, du conjoint aussi qui vous sollicite aussi, des tâches ménagères et tout ça. Et puis je me souviens de m'être dit cette phrase complètement stupide. Je m'en suis dit, écoute, je suis épuisée, on va faire le deuxième, parce qu'on voulait un deuxième enfant, au moins comme ça je me reposerai.
Bon, déjà, tu vois, je pense que déjà, je sucrais les fraises. Je suis tombée enceinte, je suis retombée malade de A à Z pendant toute la grossesse, sauf que là, je commençais à avoir mon corps qui se délitait, où j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, j'ai commencé à avoir plein de soucis, j'étais complètement anémie et tout ça, et j'ai continué, en fait. Je me souviens d'avoir une sciatique qui était devenue bilatérale. J'allais bosser au travail avec mes béquilles parce que tant que mes mains et mon cerveau fonctionnaient, je voyais pas en quoi ça allait me gêner. Et d'un autre côté, il y avait des dossiers que j'étais la seule à pouvoir faire, ils comptaient absolument sur moi. Ouais. Je recevais des dossiers pendant mes arrêts maladie à gérer et tout ça, donc et c'est ça qui est hyper dur, c'est qu'en fait je me suis rendue complice de ça, en fait, tu vois, j'ai pas mis le stop, en fait. Mais parce que là maintenant avec le recul, c'est facile entre guillemets de se dire tiens, mais il y avait ça. Et je vais te poser une question parce que il m'arrive d'avoir en coaching des clientes qui sont dans l'état que tu décris là, c'est-à-dire avec un orteil voire une cheville dedans, et qui s'accrochent à tout prix sans voir l'accumulation des signes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis quoi? Il suffit non mais encore tel dossier, enfin qu'est-ce qui se passe pour que tu t'accroches? En fait, il y a plein de choses qui se jouent. Alors, ça fait partie du processus de burn-out. Ouais. Déjà, cette forme de déni, ça atteint les personnes. Donc, il y a un moment donné, en fait, souvent, je prends cette image, tu vois, d'avoir l'impression d'être dans un train à 300 km/h, de voir le mur. Il y a pas de frein dans le train. J'ai tous mes dossiers, mes enfants, tout ça dans les wagons. Tout le monde me dit de sauter. Je sais pas sauter, quoi, tu vois. Parce que je ne vois que l'hypothèse de foncer dans le mur parce que de toute façon, je vois pas où sont les freins, quoi. Et t'es dans une spirale et en fait, tu commences à avoir des troubles cognitifs aussi. Faut le savoir. Donc tu n'as plus en fait toute la capacité mentale pour prendre des bonnes décisions pour toi, en fait. C'est-à-dire que la personne, tout changement va être impossible pour elle en termes d'épuisement. Ça va lui sembler être une montagne. Elle peut plus agir, en fait, pour s'aider elle-même à un certain stade, en tout cas du burn-out. C'est pour ça que c'est important de voir les premiers signes, en fait. Quand t'es trop avancé, t'es plus capable de t'aider toi-même, et tout changement, même démissionner, ça te semble juste insurmontable parce que tu vas être à la rue, parce que c'est moi qui ai ramené le salaire le plus important à la maison, donc on allait être à la rue, j'allais mettre ma famille en difficulté. Si j'arrêtais de travailler, j'allais être blacklistée parce que c'est un petit milieu, le notariat, sur le milieu du notariat. Je pouvais pas m'arrêter d'être mère parce que tu t'arrêtes d'un travail, mais tu t'arrêtes pas d'être mère, tu t'arrêtes pas d'être femme, tu t'arrêtes pas d'être femme de ménage, quoi. C'est ça, tu t'arrêtes pas, ce genre de choses, quoi. Et puis jusqu'à ce que même mon mari me mette un ultimatum, tu vois. Et là, ça a été quand même un déclic, même si, tu vois, je me disais, mais c'est juste qu'il comprend rien, quoi. Qu'il comprend rien. Et nous, on voit beaucoup de séparations au moment du burn-out, quoi. Et pour te dire, c'est que j'avais tout un tas de gros signaux et je les voyais pas. J'ai commencé donc c'est après ma fille, en fait. Je suis revenue à 80% parce que je sentais que j'étais épuisée. Là, c'est la fausse bonne idée. Souvent, on fait ça, tu vois, pour se dire, bon, moi, je vais calmer le jeu. Sauf qu'ils m'ont dit, d'accord, mais on vous diminue pas votre salaire. Et donc, en fait, j'ai fait un 100% sur 80%. Donc, autant te dire que les 4 jours que je faisais, c'était juste inimaginable comme charge de travail. Et que le mardi, je ne travaillais pas. Donc, j'étais à 100% une femme au foyer, en fait. Donc, je n'avais plus aucun temps pour moi. Ça a été, en fait, j'ai creusé le lit. Ouais, ça a été pire. Ça a été pire et voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à attraper tout ce qui passait parce que c'était une baisse de l'immunité. Je commençais, tu vois, à avoir des chalazions, je commençais à moins voir, je perdais les cheveux parce que je commençais vraiment à avoir des problèmes en tout cas de carence, quoi. J'ai commencé à avoir des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire j'avais mal au dos, je pouvais plus bouger, j'ai aussi eu ce qu'on voit pour des personnes en burn-out, en fait, un changement de comportement, c'est-à-dire que comme tu commences à avoir des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, donc je mettais beaucoup plus de temps pour faire les choses. En fait, je me sentais de moins en moins performante, mais comme beaucoup de personnes qui font un burn-out, on va vouloir donner le change et pas le montrer, en fait, parce que t'agis aussi sur ton identité professionnelle, quoi. Moi qui étais plutôt reconnue, j'étais considérée comme un bon élément, un bon soldat, tu vois, et tout d'un coup je faisais des erreurs, quoi, des erreurs plus grosses que moi,
tout d'un coup, j'avais besoin du double de temps pour faire mes actes. Donc j'étais beaucoup moins productive. Et ça, en plus, on me le reprochait. Attends, tu te plains d'être fatiguée et tout ça, mais en fait, t'en fais 2 fois moins que les autres. Oui, mais parce que je suis grillée, en fait. Et donc, tu vas compenser et donc être de plus en plus présent, en fait. Et tu joues le jeu de ton burn-out, en fait. C'est-à-dire que j'étais là de plus en plus tard le soir pour compenser mon manque d'efficacité. Et donc, ça creuse le lit aux difficultés personnelles aussi, parce que du coup, tu n'as plus de vie personnelle, parce qu'on te met des ultimatums. Et t'es dans ce truc où tu vois pas l'issue, en fait, parce que tu peux rien lâcher, en fait. Tu peux plus rien lâcher. Et je voyais presque, pour te dire, dans l'état dans lequel t'es, je voyais presque le suicide, la mort, comme, en fait, la solution ultime, en fait, pour que tout s'arrête, pour qu'on me foute la paix, en fait, pour dormir. Même pas, tu vois, quelqu'un de sensé, il serait dit, mais attends, mais tu colles ta dème, ils te font bosser n'importe comment et tout ça. Tu colles ta dème, tu t'organises à la maison et tout ça. Non, j'en étais pas capable, en fait. J'en étais pas capable. C'était inimaginable pour moi. J'en étais pas dans la capacité de faire ce choix-là, quoi. Et donc, ça s'est arrêté pour toi? Et ça s'est arrêté pour moi. Pourquoi ? Parce que, autant j'avais tout un tas d'alarmes, tu vois, j'ai commencé à avoir même des douleurs thoraciques. Donc là, je me suis dit, en fait, c'était pas la volonté de mourir, mais là, je me suis dit, je vais mourir au travail. Et j'admettais ça comme une fatalité, en fait. Donc, tu vois, on m'a posé des haltères et tout ça. Enfin, on a essayé de voir ce que j'avais au niveau cardiovasculaire. Et parce que, tu vois, ça peut avoir des répercussions cardiovasculaires aussi, tu vois, d'être en permanence sous stress chronique et sous tension. Et donc, un jour, j'ai appris que j'avais encore un énième problème de santé. Mais les médecins, tu vois, faisaient pas de diagnostic parce qu'à chaque fois, j'arrivais à quelque chose de différent, quoi. Donc, on me traitait les symptômes sans voir que c'était lié à un état de stress chronique et d'épuisement, quoi. On m'annonce un truc plus grave que les autres. Je dois être opérée, cata, j'aurai plus d'enfants. Enfin, tu vois, le gros truc, quoi. Et là, cette info, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. J'étais plus capable de gérer autant d'infos. C'était trop, quoi. C'était trop. Et en fait, un matin, je me suis pas réveillée, alors que j'avais un dossier hyper urgent, comme d'habitude. C'était le truc que je préparais depuis hyper longtemps, pour lequel il fallait absolument pas être en retard. Et là, première chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est qu'est-ce que je vais inventer comme bobard pour dire que j'étais à Labora. Il faut que j'invente un truc super gros pour que ça passe, quoi. Donc, je sais pas, ma grand-mère est encore morte, ou enfin, tu vois, des choses. Et puis, en fait, j'avais la tête qui tournait et tout. J'ai essayé de mettre un pied par terre. Je me suis écroulée par terre parce que, en fait, mon corps pesait 3 tonnes. J'ai essayé, tu vois, je me suis dit, je vais essayer de me réveiller, je vais prendre une douche et tout. T'avais tout qui vacillait et tout. Et puis en fait, je suis passée devant la glace et j'avais les cheveux déjà trempés, quoi. Et là, j'étais, mais qu'est-ce que je fais avec des cheveux trempés alors que je sors du lit? Et je vois mon fils qui me dit, mais maman, pourquoi tu te douches? C'est la 3e fois que tu te douches. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais perdu la mémoire immédiate et qu'en fait, je ne comprenais plus ce que je faisais dans les pièces. Je ne me souvenais pas que j'avais pris une douche juste avant. Et en fait, d'une certaine façon, ça m'a sauvée parce que c'était mon outil de travail. À partir du moment où je pouvais plus utiliser mon cerveau, je pouvais plus travailler. Et même s'il y avait eu 10 000 choses avant qui auraient fait que j'aurais dû m'arrêter, et ben là, j'étais contrainte de m'arrêter, quoi. Donc je suis allée chez le médecin, elle m'a arrêtée 1 semaine. J'ai voulu absolument y retourner alors que j'étais dans un état mais catastrophique. Comme beaucoup de personnes qui font un burn-out, elles pensent juste à la culpabilité qu'elles ont de laisser leurs collègues, de laisser leur dossier. Qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ça. Il faut que je le cache. Donc j'ai menti, j'ai pas dit que c'était pour un état d'épuisement. De toute façon, à ce moment-là, j'avais même pas de diagnostic, en fait. Et j'y suis retournée au travail. J'ai pleuré tout ce que je pouvais. J'étais tremblante et tout ça. Et ils m'ont dit, mais ça sert à rien, rentrez chez vous. Et là, je suis tombée sur une remplaçante. Je lui ai décrit et tout ça. Et elle m'a dit, mais là, cherchez pas, vous faites un burn-out, en fait. Et là, mais c'était comme si toutes les pièces du puzzle, en fait, depuis des mois et tout ça, étaient en train de se reformer. Et je comprenais enfin ce qui était en train de m'arriver. J'étais pas folle. J'étais pas folle. J'étais en train de faire un burn-out. Et surtout, je ne connaissais pas toutes les conséquences physiques, physiologiques qu'il peut y avoir liées à un burn-out, qui m'a fait comprendre en fait que tout ce que j'avais eu, même d'un point de vue physique, tout ça était lié à mon état d'épuisement et de stress en fait. Et en m'arrêtant, j'étais arrêtée plus d'1 an,
en m'arrêtant pendant 1 an, je me suis rendu compte que tout s'est remis un petit peu. Je n'ai plus de douleurs thoraciques, je n'ai plus de problèmes aux yeux. Tout a commencé à aller mieux en me reposant, en fait. Et c'est fou parce que quand on entend ton histoire et tout ça, et quand on t'a pas connu à cette période-là et qu'on t'a rencontré après, on se dit waouh, enfin, tu reviens de très loin. Et j'aimerais bien qu'on parle de comment tu t'es relevé, quel a été le processus de guérison justement, et qui a débouché aussi sur la création de Earl Burn, dont j'aimerais bien que tu nous parles. Mais quand ça s'est arrêté comme ça, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait pour te requinquer ? Alors, faut savoir que ma prise en charge, c'est pas un exemple. C'est justement parce qu'elle s'est pas bien passée que j'ai eu l'idée de monter l'association. Parce que justement, j'ai été dans une errance diagnostique. Parce que même si une fois une remplaçante m'a posé le diagnostic, après il a fallu que je prouve à chaque fois que c'était ça. Parce que je trouvais ça quand même fou, même au niveau médical, en fait, le peu de connaissances qu'il y a autour du burn-out, en fait, où on l'assimile beaucoup à une dépression aussi. Et en fait, typiquement, voilà, j'ai essayé de reprendre absolument, tu vois, de me mettre en activité, parce que tant que j'étais en activité, je chutais pas. Et je pense qu'il y avait aussi, ça aussi, tu vois, les personnes veulent pas s'arrêter parce qu'elles se disent, si j'arrête, je m'effondre, en fait. Je m'effondre, c'est le gouffre. Donc ce trou qui arrivait devant moi, je le redoutais absolument, tu vois. Tu ne t'es défini en fait plus que parce que tu fais, parce que tu fais, parce que tu produis en fait, et pas parce que tu es en fait. Et donc se retrouver confronté à soi-même, c'est extrêmement anxiogène. Mais à partir du moment où on m'a dit tu peux t'arrêter, j'ai dormi. En fait, je passais mes 18 heures à dormir pendant la journée. Ça a même été en fait pour moi une période où je revivais, quoi, parce que je dormais enfin, tu vois, avec énormément de culpabilité, quoi, de ce que te renvoient les gens. Mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? T'es encore en arrêt, mais que tu t'ennuies pas et tout ça. Mais en fait, quand tu dors, non, tu t'ennuies pas, en fait. Et puis en fait, moi, mon objectif de la journée au début, c'était d'arriver à la salle de bain pour prendre une douche. T'as une hyperactivité cérébrale, t'es hyper anxieux, mais en même temps, t'as le corps de quelqu'un qui a 95 ans. Donc mon objectif, c'était arriver à me doucher, c'était arriver à me faire à manger, tu vois. J'étais loin de pouvoir repenser à me reconstruire, en fait, à ce moment-là. Et puis, petit à petit, ça a été d'aller chercher mes enfants à l'école. Tu vois, je redoutais toute la journée d'avoir suffisamment de force pour aller les chercher. Donc, j'ai pas pu être mère non plus pendant cette période-là. Et c'est extrêmement culpabilisant aussi. Donc, il y a toute une période où, en fait, il faut restocker, en fait. Restocker, dormir, surtout aucune contrainte. À chaque fois qu'on me reparlait du travail ou que j'avais mon téléphone qui sonnait ou que je recevais des courriers de l'entreprise, tout revenait, en fait, tout était j'avais des énormes montées d'angoisse, quoi, des énormes montées d'angoisse. J'arrivais même pas à envoyer mes arrêts maladie parce que c'était un lien avec l'entreprise et ça, j'y arrivais même pas, quoi. Ils ont failli me licencier à cause de ça, d'ailleurs, parce que j'avais 2 jours de retard, mais parce que pour moi, c'était une épreuve, ce lien qu'il y avait. J'ai dû couper complètement avec les collègues et tout, parce qu'à chaque fois, c'était extrêmement anxiogène et ça me faisait rechuter, en fait, complètement. Et puis j'ai essayé, voilà, on m'a fait des scanners pour voir si j'avais pas eu un AVC. Je suis allée voir tous les spécialistes possibles et imaginables. Je suis passée dans un vraiment. J'ai essayé absolument de me soigner, quoi. Et puis petit à petit, j'avais un peu plus d'énergie, mais toute activité en fait me prenait l'énergie, me pompait complètement l'énergie. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des activités qui me donnaient de l'énergie et d'autres qui m'en prenaient complètement, en fait. Donc j'ai essayé de sélectionner celles qui m'en prenaient et celles qui m'en donnaient. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'arrivait, au fait que j'en parlais à personne, que j'avais honte. Aussi ce que je vivais en parallèle par rapport à mon entreprise où on m'a reproché donc des éléments personnels pour se désengager, c'est-à-dire que j'avais eu le malheur de leur dire que en effet ma fille dormait pas et que j'avais du mal à récupérer la nuit
Et donc, ils ont balayé d'un revers de main le fait que j'avais fait un burn-out parce que, en fait, c'était mon problème de mère qui était le problème. Pareil au niveau diagnostic, mon psychiatre en fait m'a dit je peux pas vous mettre burn-out ou dire que c'est lié au travail parce qu'il y a quand même des éléments personnels. Ça veut dire qu'on lie un diagnostic en fait au fait qu'il y aurait des éléments personnels. Or, on le voit dans l'association, pour la majorité des femmes, il y a des raisons multifactorielles. Ouais. Ça veut dire qu'on va donner un diagnostic de dépression plutôt que de burn-out, alors que la prise en charge n'est pas du tout la même. Ah ouais. Et voilà. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'à ce moment-là, c'était extrêmement compliqué à la fois d'être une mère, une travailleuse, une copine, une femme aimante et tout ça, sans se cramer, quoi, tu vois, dans ce culte de la perfection, de l'instagramisation, de tout, tu vois. Ouais. T'es censé te montrer sous ton meilleur jour et je voulais dire un peu l'effet pernicieux que ça pouvait avoir, ça, tu vois, d'être dans un monde comme ça idéalisé et que ça pouvait avoir une répercussion sur l'état de santé. Donc j'ai commencé à le partager à travers le dessin. Ça a été une forme de remédiation cognitive pour moi parce que j'avais beaucoup de troubles cognitifs que je n'avais pas mesurés d'ailleurs parce que j'avais pas identifié ça comme ça. Et le dessin, ça a été pour moi une façon de refaire mes connexions neuronales qui avaient grillé, tu vois, et surtout de parler de ce qui m'était arrivé. Donc c'est de là que vient le nom Burnette. C'est ce petit avatar que j'ai créé, cette sorte de Calimero du notariat. Où je subissais un peu ma vie sur ces vignettes-là, mais où je parlais justement de ces thématiques de conciliation vie privée, vie pro, les conditions de travail actuelles, les conditions de conciliation vie privée, vie pro. Et voilà, j'ai commencé à partager ces vignettes et mes copines en fait m'ont dit ouais mais moi aussi j'ai vécu ça et tout ça et on s'en était jamais parlé. J'ai commencé à l'expliquer aussi à ma famille à travers ces vignettes, à travers les dessins en fait, ce qui mettait une distance entre moi et mon histoire en fait. Et puis je les ai partagés sur les réseaux et c'est comme ça qu'est montée la communauté des Burnettes, d'abord sur Facebook, où on s'est retrouvés entre femmes qui parlaient à la fois de cette surcharge mentale qu'on avait à la fois pro-perso et des répercussions que ça pouvait avoir sur notre santé mentale. Et de là, ensuite est née l'association. Et comment est née l'asso ? Tu l'as créée en 2019. Donc une fois que tu étais mise sur pied, comment t'as créé toute cette... Alors en fait, pour revenir en arrière, j'ai été arrêtée pendant 1 an. Je pense que j'aurais pu être largement arrêtée pendant 2 ans. Ce qui s'est passé, c'est que mes anciens employeurs en fait m'ont menacé de me blacklister sur le monde du notariat si je demandais une procédure d'inaptitude. Heureusement, j'ai été soutenue par la médecine du travail et par une avocate dans ce combat. Mon employeur, celui dont je dépendais, que j'adorais d'ailleurs, malheureusement qui est décédé à ce moment-là en fait, m'a trouvé un poste chez un autre notaire et pensant que j'allais être discréditée par les autres, par ses associés, j'étais obligée d'accepter ce poste en fait pour voilà avoir une autre porte de sortie parce que je savais que l'occasion se présenterait plus parce que je pensais être grillée sur la place du notariat. Et donc j'ai été employée par quelqu'un du coup qui savait ce qui s'était passé pour moi, qui a été génial et j'ai retesté le notariat et je me suis rendu compte à partir de là que j'avais développé un trouble anxieux lié au notariat, que dès que je voyais un acte j'avais juste envie de vomir, que c'était une véritable épreuve de revenir là-dedans et que j'étais pas du tout remise en fait. Et j'ai fait semblant, tu vois, j'ai fait semblant d'être intelligente à ce moment-là encore, je sucrais les fraises encore. Et puis un jour, en fait, il m'a donné un acte super compliqué à faire parce que c'était ma spécialité, tu vois, l'immobilier complexe. Et j'y ai passé, mais il le sait pas, mais les week-ends, les nuits, tout ça, pour essayer de rendre un truc qui était à la hauteur de ce que j'arrivais à faire avant. Mais tu vois, si je me battais contre mon corps, contre mon cerveau. Et puis je lui ai rendu en retard, mais je lui ai rendu. Et puis il m'a convoqué. J'étais bon, je vais me faire laminer. Il m'a convoqué. Il m'a dit, écoutez Anne-Sophie. Vous avez fait un acte génial, une perle. Franchement, je suis super contente de vous avoir embauché et tout. Et là, j'ai une sorte de déclic, tu vois, alors que ça faisait des mois que j'avais encore des problèmes de mémoire et tout ça. Et là, je pense que j'ai récupéré en une journée peut-être 70% de mes capacités. Comme si, en fait, la confiance en soi, tu vois,
avait eu une répercussion sur mon état psychique, quoi. Et j'ai réussi à terminer, c'était un CDD, j'ai réussi à terminer ce CDD. Et à la fin du CDD, il m'a proposé un CDI. Et pour moi, c'était la victoire, tu vois. C'était, ok, je vais pouvoir clôturer ce chapitre de ma vie par la grande porte et pas par la petite porte par laquelle je suis sortie. Et je l'ai remercié 10 000 fois. Je lui ai dit, écoutez, merci de me le proposer, mais maintenant, c'est le reste de ma vie. Maintenant, je vais le consacrer à autre chose. Je vais le consacrer à ce combat parce que j'ai vécu cette période dans la honte, dans l'errance diagnostique. Dans une solitude extrêmement profonde et je voulais changer les choses, quoi. Je voulais changer les choses. Et c'est ce que tu fais depuis 2019. Voilà. Qu'est-ce que propose Helburn ? Alors l'association, donc elle est née d'une communauté d'entraide sur les réseaux sociaux. Donc ce sont à la base des femmes en burn-out qui l'ont montée. Et en 2019, on s'est associé avec des professionnels du burn-out et notamment des chercheuses. En inégalité, égalité femmes-hommes, mais aussi en psychologie, neuropsy, en droit également, pour essayer de déjà comprendre le système et créer des protocoles d'accompagnement avec ce lien vraiment entre les bénéficiaires et les chercheurs. Donc l'idée, c'est de faire de la recherche sur la base du panel de bénéficiaires et de proposer des accompagnements qui nous parlent, parce que tout ce qu'il y avait, en fait, ne nous parlait pas du tout. Et donc aujourd'hui, on propose un dispositif mixte, à la fois de pairs aidants et de professionnels du burn-out. Et on va intervenir à tous les stades du burn-out. Donc soit en prévention, donc on intervient au sein des entreprises, justement pour faire du repérage précoce et prendre en charge les personnes avant qu'elles soient dans les stades avancés, comme j'ai pu te le décrire. Et puis pour faire de la prévention, donner les premiers éléments de repérage au sein des entreprises et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au sein des entreprises. Et puis ensuite de la phase d'effondrement jusqu'à la réinsertion professionnelle, puisque nous on considère que la remise en activité, le retour à l'emploi, le retour à un équilibre de vie en tout cas fait partie de la reconstruction en fait. Et donc on va avoir des accompagnements soit individuels ou collectifs. Donc on va avoir un premier niveau d'écoute assuré par des pairs aidantes, justement pour ce sentiment dont j'avais besoin, d'avoir des gens qui me disaient je comprends ce que tu vis. Qui sont formés à l'écoute, qui sont supervisés par des psychologues, qui font un premier niveau d'écoute, qui vont orienter aussi vers les autres dispositifs, les autres acteurs, que ce soit hospitalier, du social, de l'insertion. Et ensuite, elles vont bénéficier d'ateliers en fonction de leur stade de reconstruction, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au début, dans les phases de restockage. Ensuite, il va falloir apprendre à se connaître, comprendre ce qui s'est passé dans le travail aussi, qu'est-ce qui s'est joué, où sont ses limites, quelles sont encore ses capacités post-burnout, quelles sont ses séquelles d'un point de vue traumatique, d'un point de vue cognitif, et ensuite redéfinir son nouvel équilibre de vie, puisque apparemment celui qu'on avait n'allait pas avec nos capacités physiques et mentales. Donc d'un point de vue personnel, donc même on travaille avec les conjoints, d'un point de vue personnel, comment on rééquilibre la charge d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel aussi. Alors soit qu'on va revenir dans la même profession, soit qu'on va se définir ces nouvelles règles si les personnes veulent partir vers de l'entrepreneuriat, soit qu'on va chercher un travail qui va correspondre à notre équilibre en fait. Et donc on va les accompagner. Donc il y a des ateliers à la fois de psychoéducation, des cafés info avec des partenaires qui vont donner tout un tas d'indications sur les droits, sur auxquels elles peuvent prétendre d'un point de vue juridique, social et tout ça, mais aussi des ateliers de mieux-être, hein. Ça peut être à la fois des approches psychocorporelles, ça peut être aussi des activités manuelles, des activités de sortie, de bain de forêt, de retraite, pour les sortir aussi de cette rumination autour du travail, pour faire travailler d'autres zones du cerveau aussi, pour resocialiser. Et enfin, on va proposer des ateliers tournés sur le projet professionnel, sur une sorte d'état des lieux post-burnout, de qu'est-ce qu'on est encore capable de faire, comment on impose ses limites, et quels sont mes droits sur dans le travail, en tant que droit des femmes, aussi en termes de droits des femmes, mais en termes de droit du travail. Et puis travailler son nouveau projet pro, puisqu'il y a 88%, elles souhaitent se reconvertir souvent
par rejet de ce qu'elles ont pu vivre en fait. Donc nous, notre travail aussi, ça va être de savoir si c'est le domaine professionnel qui pose problème ou si c'est les conditions de travail. Ouais. Et on va leur proposer de se retester par l'activité au sein de l'association. Donc on a différents pôles d'activité, animation, écoute, com, compta. Et elles vont pouvoir, avec une tutrice et une supervision, se retester professionnellement sur des tâches, soit dans leur ancien domaine professionnel, soit sur un domaine professionnel qu'elles ont envie de travailler, pour réapprendre, se retester, réapprendre à travailler, à utiliser un ordinateur, un téléphone, être dans un collectif de travail, avant de replonger comme ça directement dans le monde du travail. Et enfin, on fait le lien avec des entreprises qui veulent s'engager justement dans de l'inclusion, où on va leur expliquer quelles sont les spécificités d'une personne qui va prendre un emploi chez eux, et leur expliquer aussi que c'est des pépites. Parce que des personnes qui ont fait des burn-out, c'est souvent les meilleurs éléments des entreprises et qui ne sont pas écoutés au profit des entreprises d'ailleurs, qui ont une conscience du travail importante, qui veulent bien faire, qui peuvent être perfectionnistes, qui peuvent être très engagés en tout cas. Et donc c'est des personnes qui sont juste des éléments super pour le travail. Mais il faut que les employeurs sachent ça et qu'ils comprennent aussi qu'elles ont besoin, au moins pendant un temps, peut-être de faire des tâches qui correspondront pas à leur diplôme, parce qu'il y a une grosse discrimination à l'embauche de personnes qui ont Bac+5 et qui veulent faire un boulot avec moins de responsabilités, parce qu'elles en ont besoin à ce moment-là de leur vie en fait. Et c'est un besoin. Ouais, c'est un besoin. Et tu... C'est intéressant ce que tu dis là. Je voudrais faire le lien avec un mot que tu as employé tout à l'heure, qui me semble être une émotion très très largement ressentie, c'est la honte autour de tout ça. Et le lien avec l'entourage et l'entreprise. Et peut-être repartir de ton cas à toi, comment tu as dépassé cette honte-là, de ce que tu vivais, pour arriver à la partager et encore mieux à la transcender, en faire ce que tu as fait avec Elburn, mais même juste la dépasser en fait. Moi, je pense que c'est vraiment la force de la pérédance, en fait. Tu vois, en fait, tout s'est fait de façon empirique. C'est après qu'on a conceptualisé la chose. Mais moi, ce qui m'a fait revivre, en fait, c'est d'avoir des personnes qui me disent « Je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu vis. J'ai vécu la même chose que toi. » C'est rien que ça, en fait, de se sentir pas seule, de pas se sentir folle, parce qu'à un moment donné, tu te dis « Mais je suis hypocondriaque, c'est pas possible. » D'avoir des gens et qui te soutiennent dans ton projet et qui te disent merci pour ce que vous faites et tout. Mais moi ça m'a donné toute l'énergie dont j'avais besoin en fait. Ça m'a galvanisée, alors que quand j'ai monté les burn-out, je sucrais encore les fraises, faut savoir, j'ai été sélectionnée pour une incubation. Je me souviens, j'étais encore vraiment assez mal en point à ce moment-là, mais toute l'énergie des personnes que j'ai rencontrées, tout ça, ça m'a donné de la force, et de la force d'en parler. Je me suis rendu compte à quel point le témoignage, ça pouvait aider des personnes en fait. Je commençais à témoigner et j'avais une queue de personnes qui attendaient pour me dire merci d'avoir partagé, merci de lever le tabou, merci d'en parler, merci de faire ça pour nous. Et voilà, tout ça, c'est pour ça que nous, on se base vraiment sur la pérédance, sur le témoignage, toutes nos actions de sensibilisation. On fait toujours intervenir un expert et un témoignage pour que les gens se rendent compte que ça leur parle en fait. Parce que j'avais trop entendu tu t'écoutes trop, t'es en vacances aux frais de la sécu, des choses mais assez horribles, tu vois. T'as des maladies qui sont classe et d'autres pas, tu vois. Le burn-out, c'est pas la classe en fait. C'est quelqu'un. J'aurais dit que, d'ailleurs, j'ai menti. À mon employeur, j'ai dit que j'avais un problème physique en fait. Ça c'est entendable, tu te casses une jambe, tous tes collègues vont s'occuper de toi et tout ça. Tu dis que t'es en burn-out, on va te dire non mais t'en as pas plus que les autres, tu t'écoutes, tu te plains et tout ça, mais alors que c'est l'inverse, là, c'est la maladie du surengagement, c'est la maladie de la non-écoute de soi. Exactement, c'est ça. Et donc il y a encore beaucoup de préjugés autour de ça. On se rend pas compte de la violence que c'est en fait. Les gens ont l'impression que la personne elle est en train de se tourner les pouces chez elle et qu'elle va très bien. Surtout qu'en plus, on va préconiser à ces personnes-là de sortir, d'essayer d'avoir une vie normale pour justement arrêter de penser au travail. Et donc, vu de l'extérieur, on a l'impression que ces personnes, elles vont très bien. C'est un handicap qui se voit pas, c'est ça le problème.
Comment tu mets sur le site, on mettra le lien du site parce qu'il y a des témoignages très forts. Tu dis que le burn-out t'a obligé à repenser ta vie, ta priorité. Qu'est-ce qui est devenu non négociable pour toi? Qu'est-ce qui est devenu des choses sur lesquelles tu ne rognes plus? Ma santé. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mon meilleur élément. Hein. En fait, quand tu perds la santé, t'as tout qui s'effondre, en fait. J'ai cru tout perdre, en fait. J'ai cru tout perdre, ma famille, mon travail, ça c'est sûr. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis dans un état pareil pour ça, quoi. Donc déjà, la santé, c'est vraiment quelque chose. Alors, il faut savoir, quand on a fait un burn-out, on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et je sens qu'il est là, et tu vois qu'il me tape à l'épaule parfois. Donc, je suis d'autant plus alertée sur tous les symptômes que je vais connaître dès que je commence à mal dormir. Je commence à essayer de récupérer mon sommeil, à avoir une vie plus saine, tu vois. Je fais vraiment de la prévention très très précoce pour moi au niveau de ma santé. Parce que forcément je suis engagée à 100% sur un métier, pour le coup maintenant passion, alors qu'avant ça n'était pas du tout le cas. Et ça peut être un piège aussi, parce que t'es tellement passionné, tu t'es tellement capable de donner que parfois t'en oublies aussi ta santé. Donc voilà, déjà ça c'est quelque chose sur lequel je veux plus je veux plus faire abstraction de ça, en tout cas. Ma famille aussi, parce que j'ai failli la perdre aussi, tu vois. J'ai failli la perdre, et ça c'était hors de question. Je veux pas faire un choix entre mon boulot et ma famille, en fait. J'ai envie de... Je pense que je suis pas faite pour être femme au foyer, mais par contre j'ai envie de voir mes enfants grandir. J'ai envie d'avoir la complicité que j'ai aujourd'hui avec eux. Et du coup je travaille pas à plein temps, quoi. Je travaille pas les mercredis. Tous les week-ends, je suis là à 100% pour eux. Le soir, je suis là à 100% pour eux. Avant, c'était pas le cas. Avant, je travaillais comme je pouvais. Alors, bien sûr, parfois, il y a des coups de bourre. Mais je n'ai plus du tout le sentiment de frustration que j'avais comme avant. Et même mes enfants, en fait, ils m'ont retrouvée, quoi. Et c'est beaucoup plus serein. Et c'est assez marrant, parce que je pense qu'aussi, tu vois, ma fille, elle pleurait énormément, elle dormait pas et tout ça. À partir du moment où j'ai été arrêtée, ça s'est beaucoup amélioré aussi. Donc, tout a été beaucoup plus simple, en fait, après. Donc voilà. Mais je suis mon meilleur ennemi, hein, parce que tu vois, je pense qu'aussi j'ai un rapport au travail où je m'accomplis beaucoup aussi à travers le travail. Et donc c'est très important d'être à l'écoute de soi-même. Et ce qui est chouette dans l'équipe, c'est qu'on veille toutes les unes aux autres. Et même moi, elles me disent parfois, lève le pied là. Et il faut écouter son entourage, il faut écouter quand on vous donne des signaux d'alerte. Ouais, ils vous connaissent bien. De quoi t'es fière, Anne-Sophie ? De quoi je suis fière ? Alors ça, c'est c'est peut-être un peu prétentieux, mais tu vois, j'ai eu une enfance quand même dorée, dans le sens où j'avais pas de problème financier. J'ai pu faire des études aussi, je sais, parce que j'étais dans un milieu qui me le permettait et tout ça. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mon diplôme, ma santé, tout. Et je suis repartie de zéro, et j'ai réussi à me faire moi-même, tu vois, sans cette pression sociale, sans mon carcan familial. Autant te dire, quand j'ai dit que je montais une asso, que je quittais le notariat pour ça, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils étaient dépités pour moi. Et donc voilà, d'avoir réussi à avoir un point de départ de ma nouvelle vie, en fait. Un point de départ de ma nouvelle vie. Ça, c'est à titre personnel. Et ensuite, ce dont je suis le plus fière, c'est de toute la communauté qu'il y a autour de ce projet, en fait. D'avoir autant de personnes qui sont engagées dans ce projet, d'avoir des salariés aujourd'hui, tu vois, qui portent le projet. On est toutes des burnettes, donc on porte tout ça, et je suis je suis fière de tout ce collectif qui a été créé, tu vois, de l'isolement que j'ai pu vivre à ce collectif de bisounours qu'on a pu monter, mais à la fois de bisounours, et puis aussi, tu vois, c'est un peu fight with love, quoi. C'est on revendique aussi en termes de droits, en termes d'égalité femmes-hommes, en termes de santé.
reconnaître le burn-out, quoi. Reconnaître le burn-out des femmes. Donc c'est au-delà de ce côté bisounours, on a un message à faire passer, quoi. Et justement, comment on peut soutenir Hellburn, de votre travail? Alors en bénéficier, on sait, faut aller sur le site. Et pour soutenir l'asso, comment on peut faire? Il faut savoir qu'on est financé principalement par des financements publics et des dons. Donc n'hésitez pas, si cette question vous parle soit à titre personnel, soit votre entourage, si vous voulez soutenir notre cause pour qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à faire un don ou à adhérer en tout cas en tant que bénéficiaire ou parce que vous voulez soutenir moralement notre cause. On a besoin de toutes les forces vives pour nous continuer à accompagner, essayer de changer les pratiques professionnelles aussi, en sensibilisant, et puis également essayer de faire changer la réglementation par rapport notamment au burn-out pour que ce soit reconnu notamment en maladie professionnelle. Pour que tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça ne se reproduise pas, quoi. En plus, il y a plein de projets pour l'association, de déploiement. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, alors on a déjà monté un premier centre à Bordeaux, la première maison des burnettes, qui du coup accueille toutes ces femmes sur Bordeaux dans la prise en charge globale et notamment pour la remobilisation professionnelle. Et aujourd'hui, donc, on est accompagné pour le déploiement au niveau national. Donc, on va ouvrir prochainement des antennes dans d'autres régions en France. Voilà, parce qu'il y a un gros besoin et il y a très peu encore de solutions qui existent pluridisciplinaires sur cette question-là. On mettra le lien pour se renseigner si on a envie ou besoin du soutien des burnettes, et si on a envie de donner aussi. On mettra tous ces liens-là. Merci Anne-Sophie pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Sandra. Et puis, voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage vraiment à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres formidables podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Hellburn sur leur site www.lesburnettes.com, ça s'écrit lesburn-6e.com, ou sur le site du Podcaston www.podcaston.org. Vous trouverez de toute façon tous les liens en description de cet épisode. On compte sur vous et encore un grand merci de votre fidélité précieuse aux équilibristes. À très bientôt.